Dan, tu m'entends? Dan, tu m'entends? אז תפתח את המיקרופון שלך. Je suis en réglage avec Yasmine, 2 minutes. Dan? Je suis en réglage avec Yasmine. Non, on t'entend pas, Dan. On t'entend pas. Ouvre ton microphone déjà. On t'entend pas. Ton micro est fermé. Ton micro est toujours fermé, il est sur mute. Il faut enlever le mute. Attends, on va essayer de l'enlever. יסמין, את שומעת אותי? יסמין, צריך לשחרר את המיקרו של דן. Ton micro est toujours fermé, on doit l'ouvrir. Voilà, ça y est, maintenant il est ouvert. Tu veux parler, s'il te plaît? Ouais, ma vie, on a dit qu'on met sur mon téléphone. Ça va? Oui, très bien, mais ouvre aussi ton téléphone qu'on puisse tester. Pour le moment, on t'entend faiblement. Parle dans ton micro d'ordinateur, s'il te plaît. Vas-y. Accroche sur le WhatsApp. Tu fermes le son de l'ordinateur et tu laisses le micro du téléphone. Voilà, tu m'entends bien? Parfait. Simplement, il faut fermer encore plus le micro de l'ordinateur. Comme ça, tu m'entends mieux? Là, je t'entends bien. Parfait. Super. Voilà. On est encore un peu en avance, donc on fait des réglages. Pour les gens qui sont en avance, et je les remercie, nous commencerons à l'heure pour attendre les gens. Donc, si vous avez quelque chose à faire en attendant, nous commencerons à 19h précise, hors de France.
Voilà, est-ce que tu m'entends bien, Avi, là? Là, c'est parfait. C'est Voilà. parfait. Regardez le son comme ça, c'est super. D'accord. Je fais un petit partage de minutes, comme ça vous voyez si tout va bien. Hum. C'est parfait, Dan. Regarde, Avi, je t'explique juste une chose. J'ai fait une politique de diffusion très, très violente. Je n'ai Donc, pas compris ce que tu dis, excuse-moi. j'ai fait une politique de diffusion très violente. Il y a C'est-à-dire, énormément de gens qui ont reçu le truc. d'accord. Donc, bien En tous, entendu, le בפייסבוק problème, לייב, כן? ils sont tous les bienvenus. Il y a deux options. On n'est pas limité au nombre de nos auditeurs, donc il n'y a aucun problème. Et il y a des gens qui pourront suivre ça en direct, en différé sur le Zoom et sur Facebook. Donc pour le moment, on a encore de la marge. Super. donc ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est que Oui. tu ne vas pas pouvoir savoir qui c'est qui se branche. On va pas pouvoir savoir, pardon, Qui se branche. si les gens qui se branchent sur Oui. Zoom, on sont obligés de passer par nous. Voilà, donc tu vérifies bien, mais bon, dès qu'il y a un D'accord. problème, s'il y a un problème, s'il y a rien, Normalement, on peut avoir des problèmes. On a déjà eu du Zoom bombing au début. Zoom fait maintenant très attention. Mais s'il y a une taqala, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, bon, mais c'est toi qui gères ça. on ne pas. Il y a énormément d'événements en ce moment sur Jérusalem dans le monde entier. Donc, j'imagine que nos adversaires de BDS vont vouloir essayer de tout ce qui bouge et qui Ouais, même en Iran peut-être, hein, tu sais, même les Iraniens, peut-être. ils vont se venger maintenant. אגב, רק אנחנו, אף אחד מלבדנו, מלבד המארחים, לא יכול לשתף את המסך. אוקיי, אני Oui. ביטלתי את ההרשאה C'est הזאת. pour ça que j'ai expliqué que sur le Zoom direct, il n'y a que des gens qui se sont inscrits. Apparemment, à part s'ils ont évidemment triché sur leur nom ou autre chose, mais a priori, c'est difficile. Là, vous voyez l'écran partagé, là, ouais. רק תוכל רק טיפה לסדר את המצלמה, דן, שנראה אותך במרכז. ככה? אתה, את הפנים שלך. כן, אם אתה יכול, שאתה תהיה במרכז התמונה, וואלה, ça c'est mieux. אוקיי. Il y a des gens qui écrivent là sur le.
me prévenir comme ça. Ça ne dérange pas. Avi, Oui, tu entends de la musique là? j'entends de la musique. Je ne sais pas chez moi. Tu entends peut-être un bruit de fond, c'est le Mazgan, mais pas de la musique. דן, כן. שוב, רואים אותך מביט כלפי מעלה, אני לא יודעת למה. רגע שנייה. לא, אין בעיה. מה הבעיה, יסמין? שזה, כן, ככה. רגע שנייה. אני אסדר עוד פעם. שנייה. Ok, on commence dans 3 minutes, vous avez le temps. Prenez votre temps. En tout cas, les gens sont à l'heure, c'est super. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et qui fait du bruit, c'est qui? C'est peut-être moi. Moi, je suis fermé là. Non, c'est Fermé, parfait. non Non, tu es ouvert, on t'entend, c'est parfait. Simplement, il y avait un petit bruit de fond. Voilà, c'est parfait. Voilà, l'avantage de Zoom, c'est qu'effectivement, tout le monde arrive. Voilà, on a eu la source du petit bruit de fond et tout est réglé. Donc, bonsoir à tous. Erev Tov. Je vous parle de Jérusalem. Donc, c'est un privilège en cette occasion de veille de Yom Yerushalayim de vous parler de Jérusalem. Nous faisons ce soir pour la 12e fois des activités envers la communauté juive de France pour maintenir le contact, bien que nous soyons déjà en période de déconfinement. Mais je pense que tout le monde n'a pas entièrement repris. Malheureusement, les vols n'ont pas encore repris entre Israël et la France. Et donc, il nous a paru important de garder ce contact à travers des conférences, des rencontres sur différents thèmes, et autant que possible pouvoir coller à l'actualité. Je crois que s'il y a un événement majeur dans l'histoire moderne d'Israël, évidemment, en dehors du jour de l'indépendance, et encore, je dirais quelque part, pour beaucoup de personnes, Yom Yerushalayim, quelque part, a été un événement plus fort, parce que pour la libération d'Israël, la guerre d'indépendance en 1948, chacun était un peu refermé vers soi, nous étions au lendemain de la guerre, chacun était préoccupé par retrouver sa famille, retrouver sa situation économique.
et se réorganiser. Mais on peut dire qu'en 67, le monde juif, la France en particulier, la communauté juive de France, a découvert Israël. Et la grande relation, l'Alia, mais pas seulement l'Alia, le tourisme, cette relation plus que fraternelle qui s'est développée entre la communauté juive de France et Israël, est avant tout liée à cette guerre des 6 jours de juin 1967. Et donc, c'est ce que nous marquons aujourd'hui pour la maintenant 53e année consécutive. Nous marquons en Israël cet événement, qui est un événement qui est évidemment marqué différemment que le jour de l'indépendance, mais je crois que c'est un événement fondamental. C'est un événement fondamental parce que Jérusalem est au cœur de notre histoire et on va l'entendre tout à l'heure. Donc, je veux remercier évidemment nos associés, nos partenaires avec qui nous faisons cette série de conférences du département des activités en diaspora, en la présence de Naftali Lévy, qui est aussi à Jérusalem, qui en plus d'être mon ami et mon voisin. Yasmine Cohen, qui vous a contacté, qui vous a mis en relation, qui a réglé ce Zoom et tous ces préparatifs. Évidemment, en plus, j'ai l'honneur de vous présenter Dan Lévy. Nous avons décidé donc aujourd'hui à cette occasion de vous faire une visite quelque peu guidée avec les limites de la technologie. Dan, qui est depuis plus de 25 ans en Israël, qui est guide depuis une dizaine d'années, qui est spécialiste d'un certain nombre de domaines. Évidemment, on ne peut pas être guide en Israël sans bien connaître Jérusalem à fond. Et Dan, qui a fait des études d'électronique et qui est un ingénieur, a décidé pour sa passion d'Israël, pour sa passion de l'histoire, de se tourner vers ce métier, qui est un métier formidable en Israël, qu'on fait avec beaucoup de passion. Et voilà, on a demandé à Dan de nous conjuguer Jérusalem au passé, au présent et au futur. Ce n'est pas une mince affaire parce que nous avons moins d'une heure devant nous. Alors, je vous rappelle que vous avez en bas de votre écran un petit emoji qui s'appelle chat. Malheureusement, vos micros vont être fermés pour que nous puissions entendre dans des meilleures conditions la conférence. Et je propose qu'au cours de la conférence et surtout vers la fin, vous puissiez orienter vos questions vers notre conférencier. Et je vous souhaite une bonne soirée, d'avance une bonne fête de Jérusalem, une fête de la réunification de Jérusalem, et je passe sans tarder la parole à Dan. Merci. C'est bon, on m'entend? Parfait, Dan. Erev Tov à tous, et Shalom de Yerushalayim. Je suis très content de vous recevoir dans ce direct et pour cette belle conférence qu'on va passer ensemble. J'aimerais vraiment vous remercier d'être venu ce soir très présent pour participer ensemble, on va dire, cette connexion avec Jérusalem. Et j'aimerais également remercier Dieu très très fort de nous avoir donné ce beau cadeau il y a 53 ans, de pouvoir nous faire, non pas seulement mériter Jérusalem, mais nous faire concrétiser, nous faire vivre à Jérusalem, nous faire visiter Jérusalem, nous faire marcher que quelques pas, c'est déjà suffisant puisque c'est le rêve et la prière et le souhait de nombreuses générations indéfinies qui ont tellement souhaité passer ne serait-ce qu'un petit moment à Jérusalem. Et nous, 53 ans de présence, pour moi en tout cas personnellement, 25 ans à Jérusalem, avec ma femme et mes enfants, où nous vivons chaque seconde, nous essayons de les vivre pleinement et de comprendre à quel point nous avons cette chance, ce mérite, qui n'est pas seulement le nôtre, mais je pense celui de toutes les générations qui sont derrière nous et sur lesquelles nous sommes hissés sur leurs épaules en tout cas. Donc nous allons commencer par la petite présentation que je vous ai gentiment organisée. Donc je m'appelle Dan Lévy, comme ça a été dit, j'habite à Jérusalem et on va essayer de faire ensemble aujourd'hui un petit tour sur l'histoire qui s'est déroulée, que ce soit il y a très longtemps à Jérusalem, hier on va dire, ou tout simplement aujourd'hui et peut-être même demain, voir qu'est-ce qui nous attend encore, car nous ne sommes pas arrivés à destination finale. Alors, Jérusalem se situe dans un endroit qui est très central du pays, de la terre d'Israël, mais pas que en Israël, également dans le monde. Alors, avant de commencer, petite introduction sur hier, aujourd'hui et demain.
Alors, si on fait un petit calcul, il y a 2000 ans, il y avait un exil. Et on peut dire également qu'il y a 53 ans, il y a eu un exil, car la destruction du temple qui s'est arrivée malheureusement il y a 2000 ans nous a créé comme étant un peuple sans terre, ce qu'on appelle la diaspora. Chacun a été chassé de sa terre, chacun a été chassé de sa ville, et on s'est retrouvé un petit peu avec, on va dire, cette histoire du peuple qui a été éteinte. Le peuple juif a bien entendu continuer à exister, mais c'était plus du chacun pour soi. Alors, eh bien, quand on est chacun pour soi, eh ben, c'est des pogroms, c'est des persécutions. Et les seuls endroits où on pouvait se réunir à l'échelle du minyan, la communauté, c'était les synagogues ou la maison d'études. On appelle ça le juif errant. Le juif errant qui, pendant 2000 ans, a essayé de chercher sa patrie, de revenir vers Jérusalem et de retourner au point d'origine, à Bereshit, au point où tout a commencé. Et puis, c'est arrivé 1900 ans plus tard. Alors, en 1967, on retrouve Jérusalem. Il y a eu également un autre exil qui est arrivé. J'en parlerai tout à l'heure. On appelle ça la période de retour des exilés. C'est plus la diaspora, bien qu'il y ait encore des gens qui sont dispersés, mais on a une page de l'histoire qui se tourne et de nombreux juifs commencent à revenir également, comme l'a dit Avi, après la guerre des 6 jours, un gros pic de Aliyah suite à cette guerre des 6 jours. On n'est plus chacun pour soi, on est maintenant une nation israélienne. Alors bien toutes les définitions qui englobent israélien, juif, où on en est. Il y a d'autres personnes qui habitent en Israël aussi, à Jérusalem. Donc on essaye un peu d'englober tous ces gens-là et de vivre tous ensemble. On se relève des cendres de la Shoah, le dernier plus beau pogrom qui a existé dans notre siècle. Et cette fois, ce n'est plus les synagogues qui nous réunissent. En tout cas, ça continue à nous réunir en tant que communauté, mais cette fois, il y a un point central qui s'appelle le Kotel HaMaaravi et qui va réunir, on va dire, tout le peuple juif, quel qu'il soit, religieux, pas religieux, séfarade, ashkénaze et plein d'autres points. Et n'oublions pas aussi d'autres personnes qui se joignent à nous et qui ne sont pas également du peuple juif. Ce Kotel a réussi à centraliser, on va dire, beaucoup de cœurs. Alors, demain ou aujourd'hui, c'est 2020, c'était il y a 2 mois l'exil. C'est marrant parce que nous, pendant 2 mois, on a passé un confinement assez fort. Comme si on était un peu en exil, on n'a pas eu accès au cocktail, on n'a pas eu accès à tous ces endroits qui sont tellement chers à nos yeux et à nos cœurs depuis 1967. Alors c'est vrai que Jérusalem est depuis la capitale d'Israël. C'est vrai que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui s'y connectent, les Juifs, le monde, l'univers même, et que la prochaine étape, je pense, pourrait être réunir tout ce peuple juif, y compris la diaspora, et bien entendu ce qu'on verra peut-être demain, le temple de Jérusalem. Alors comme je disais, Jérusalem était un point central, mais pas seulement dans la terre d'Israël, mais également dans le monde entier. Là, vous avez une gravure qui le montre très bien. Et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est au centre de cette Jérusalem. Le centre de Jérusalem, c'est bien entendu l'endroit le plus saint de Jérusalem, la vieille ville. Et plus on va rentrer dans cet endroit le plus saint, on arrive à un endroit qui s'appelle le mont du Temple. Dans ce mont du Temple, on peut encore essayer de définir et de zoomer sur le point le plus central, qu'on appelait à l'époque l'endroit où il y avait le temple, l'endroit du Saint des Saints. Et si on rentre à l'intérieur du Saint des Saints, mais là, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, ni moi, ni vous d'ailleurs, il faudrait qu'un seul homme ait le droit de rentrer le jour de Kippour. Voilà ce qu'il voyait. Il voyait un gros rocher qui s'appelle pour nous Even Ashtia, la pierre du fondement du monde. Alors, quand on parle de centre ou de nombril du monde, c'est de ça qu'il s'agit. Even Ashtia, ça veut dire la pierre de la fondation. Et pour nous, peuple juif, c'est à partir de cette pierre que le monde a débuté lors de la création du monde. Et je pense que tous les textes qui, je ne vais pas amener maintenant, mais qui, on va dire, qui partent de cette origine, ont pour but non seulement de dévoiler le départ du monde, mais également de signaler l'arrivée finale du monde. Et c'est là que tout a commencé, c'est là que tout doit se terminer. Alors, pas mal de gens ont réussi à accéder à cet endroit de façon, on va dire, imprévue. Les soldats que vous voyez ici, qui sont là, en fait pendant la guerre des 6 jours, et qui sont sur le mont du Temple. Bien entendu, on ne peut pas aujourd'hui parler du mont du Temple et de la pierre sans parler du dôme qui la recouvre et qui portera le nom du dôme du rocher.
Donc, le point commun entre les deux religions, le judaïsme et l'islam, c'est que ce rocher est très important et qu'il était recouvert à l'époque du temple. Et là, il est également recouvert de nos jours par ce dôme qui a quand même 1400 ans d'années de présence. C'est beaucoup, mais le temple était là beaucoup d'années auparavant. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, je disais que le Kotel était un endroit qui réussissait à réunir un peu tout le peuple juif et même l'humanité. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, vous avez ici la délimitation du Kotel. C'est une délimitation qui fait 488 mètres. C'est le mur qui est en fait sur le mur occidental, tourné vers l'ouest du mont du Temple. Il y a d'autres murs qui existent, vous les voyez bien ici sur la photo. 4 murs qui sont tournés tous vers un point cardinal. Et nous préférons le mur occidental, tout simplement parce qu'en fait, c'est le mur qui est le plus proche de cette fameuse pierre qu'on parlait, de cette origine. On ne peut pas accéder, comme je vous le disais tout à l'heure, à moins qu'on soit le grand Kohen Gadol et que ce soit le jour de Kippour, pour accéder au mur, mais plus on s'y approche, et plus en tout cas on montre notre attachement, notre désir de vouloir nous connecter à ce passé glorieux, mais également à notre futur qui, j'espère, viendra très rapidement. Alors, de nombreuses délimitations sont marquées sur le mont du Temple pour essayer de récupérer ou tout simplement repositionner l'endroit où le temple de Jérusalem se trouvait, que ce soit à l'époque du premier temple, 1000 ans avant notre ère, ou que ce soit tout simplement à l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire environ il y a 2000 ans. Donc il y a eu beaucoup de changements, bien entendu, sur cet endroit. Le premier temple et le deuxième temple n'avaient pas de grand rapport dans son architecture ni dans sa taille, et cependant ils étaient positionnés sur le même endroit. Alors j'ai décidé, bien entendu, d'essayer de vous expliquer quelques événements qui se sont passés autour de ce fameux Kotel, de cette Jérusalem, et des événements qui sont passés. Alors par exemple, quelquefois lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, eh bien, comme ça a été le cas ici dans le coin sud-ouest du mont du Temple, mais à l'extérieur, on a retrouvé une pierre qui est ici et sur laquelle il y a une inscription en hébreu. N'importe quel enfant qui est au CP est capable de lire cette inscription, car l'hébreu n'a pas changé, ce sont les mêmes caractères, l'éternité du peuple juif, en tout cas la longévité du peuple juif et de sa langue a persisté pendant toutes les années de diaspora. Et nous pouvons lire sur cette pierre les bêtes Atkia, la maison de la sonnerie, comme si on avait ici une petite astérix qui voulait nous dire un jour il y avait une maison de sonnerie qui se trouvait au mur, et plus exactement au temple. Alors cette pierre-là qui a été dessinée ici, qui est une pierre angulaire, servait comme fonctionnement à cet homme qui sonnait le chauffard ou une trompette tous les vendredis pour annoncer l'entrée du Shabbat. Alors retrouver cette pierre au sol, ça veut dire d'abord que l'endroit a été détruit, et puis deuxièmement, une chute énorme a cassé cette pierre, mais on l'a retrouvée suite à des fouilles qui ont été faites dans les années 2000 et qui se trouve aujourd'hui dans un endroit qui s'appelle le jardin archéologique Davidson. Si on parle un petit peu du mont du Temple, mais je vais le faire très rapidement, il s'agit en fait d'une montagne, le mont Moria. Le sommet de cette montagne, c'est le rocher qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on a évoqué. Hérode, il y a 2000 ans, a, on va dire, fait 4 murs qui ont entouré cette fameuse montagne et ce rocher. Ces murs s'appellent des murs de soutènement, dans la mesure où il a rempli tout le contenu de ces 4 murs, et c'est ce qu'on appelle l'esplanade du mont du Temple. Donc, enlever un des murs, ça voudrait dire que l'esplanade s'écroule, et comme ça n'a pas été le cas depuis plus de 2000 ans, date à laquelle Hérode avait créé cette esplanade. Donc, nous parlons d'une certaine éternité, en tout cas, de ce mont du Temple, de ce mur, mais aussi de tous les autres qui persistent encore aujourd'hui pour nous rappeler cette histoire glorieuse. Alors là, c'est pendant les travaux, un dessin qui vous montre que, bien entendu, lorsque l'esplanade va être créée, nous ne verrons plus ces infrastructures, elles vont être recouvertes et ne sortira que le rocher du haut de cette montagne, le sommet du mont Moria. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les tailles du mur ne sont pas les mêmes puisque en fait
Hérode on va dire, c'est adapté à la montagne, au relief. Donc là, vous avez le mur occidental qui est assez haut, mais plus on va vers la gauche, vers le nord, et plus en fait, vous voyez, la taille du mur se réduit puisqu'il s'adapte au relief. Le morceau qui est bleu ici, c'est le mur occidental actuel aujourd'hui, là où vous pouvez vous rendre. Bien entendu, il n'est pas aussi grand que ça, en sa hauteur, mais la taille, ce n'est que cette partie que vous voyez. Alors, si vous voulez, ça donne un peu ça. Le côté rouge, c'est ce que vous avez lorsque vous allez au Kotel. Il vous manque toute la partie en haut qui a été détruite. Il vous manque toute la partie de gauche qui est enfouie sous le quartier musulman. Et, cette partie, bien entendu, a été déblayée dans ce qu'on appelle le jardin archéologique Davidson. Alors si, puisqu'on en a peut-être un peu assez de voir des dessins, là, je n'ai pas pris la photo du temple, mais vous pouvez aller au musée d'Israël et vous verrez une maquette à échelle vraiment grandiose de ce temple merveilleux qui se trouve dans le musée d'Israël à Jérusalem, avec toute la ville autour de l'époque du deuxième temple. Très bien. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, le temple a été détruit, le peuple juif est sorti en exil, beaucoup de causes ont été signalées, mais une des causes qui a été retenue par l'histoire juive et la tradition, c'est la haine gratuite. Et en fait, par cette haine gratuite entre juifs, le temple a brûlé. Et ce n'est que vraiment après plusieurs centaines et milliers d'années d'exil que nous pourrons peut-être un jour revenir, espérer retoucher à nouveau notre joli Kotel. Alors ça, c'est des photos qui sont en fait de l'endroit pris en panoramique. Vous voyez le Kotel qui est ici, vous voyez le quartier musulman qui était également devant le mur, d'autres points d'accès. Donc pendant de nombreuses années, le peuple juif n'avait pas beaucoup d'accès à ce mur et ce n'est que il y a environ 800 ans que l'accès a été rendu possible, mais vraiment quelques dizaines de personnes y accédaient. C'est ce fameux habitude que lorsque quelqu'un y arrivait, il amenait des papiers pour laisser des prières dans les interstices du mur. On pourrait dire aujourd'hui en Facebook, poster un message sur le mur. Ça serait peut-être la bonne expression, ou ce beau mur qui, quelquefois, a des oreilles, ou parler à un mur, c'est des expressions qui sont très, très liées au Kotel, et je pense qu'ils ont même été inventés pour nous et pour notre mur. Alors, on va revenir un petit peu dans quelques épisodes historiques contemporains. J'aurais pu commencer dans d'autres périodes, mais je veux arriver au centre de la conférence. Alors, comme vous le savez, le 29 novembre 1947, à l'ONU, il y a eu un plan de partage et on voit sur cette carte le plan de partage d'un pays qui s'appelait la Palestine, qui a été voté donc avec approbation par 33 pays, et dont 13 contre et 10 abstentions. Et nous avons donc deux couleurs sur cette carte. Nous avons la couleur bleue qui a été octroyée pour les Juifs et la couleur orange qui a été octroyée pour les Arabes. Il y a une troisième couleur qui est la couleur blanche, c'est Jérusalem, qui n'a pas été ni octroyée ni aux Juifs ni aux musulmans et qu'on a donné un statut, le statut international. Il y a beaucoup de raisons pourquoi l'ONU a laissé ça, mais en attendant, pas de Jérusalem pour nous, pas de Jérusalem pour les Arabes, bien qu'à l'intérieur de Jérusalem, n'oubliez pas, il y a beaucoup de Juifs, et quelques dizaines de Juifs qui étaient là il y a 800 ans, sont arrivés maintenant, on est en 1947, on est 2 ans après la Shoah, on est vraiment à une période où il y a de nombreux Juifs qui habitent à Jérusalem. Il y a eu des recensements qui ont été faits par les Anglais, et je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est une bonne présence juive qui se trouve maintenant donc entourée par ce qu'on appelle des pays un peu hostiles. Alors, il n'y a pas de pays puisque ça aurait dû être un pays arabe, mais les Arabes ont refusé ce plan de partage. Et dès le lendemain, le 30 novembre, alors que les Juifs sont très contents d'avoir enfin la possibilité de revenir sur leur terre, sur leur morceau de terre, là, nous avons des attaques arabes sur des camions qui essayent d'arriver à Jérusalem, d'approvisionner la population juive de Jérusalem, mais qui se font
complètement prendre par des explosions, des balles ou tout simplement des barrages, des morts. Et Jérusalem est quasiment inaccessible. Des convois sont organisés pour y arriver. Alors je vous tourne vers Ô Jérusalem, le livre, le film et beaucoup de témoignages qui nous montrent que Jérusalem est assiégée. Il n'y a pas d'eau, donc il y a des réserves d'eau qui sont obligatoires. 20 litres par famille par jour, c'est invivable quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, à Jérusalem, il fait 41 degrés aujourd'hui. Vous comprenez que 20 litres par famille, les gens, c'est pas logique de rester à Jérusalem et d'y vivre. Et cependant, de nombreux juifs y restent et restent au milieu de cette tension jusqu'au moment où le 15 mai 48, l'Angleterre s'en va, mais un jour avant, pour respect de Shabbat, le 14 mai 1948, David Ben Gurion déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Il le fait à Tel Aviv, il ne peut pas arriver à Jérusalem pour les raisons que je vous ai expliquées, et l'État d'Israël voit le jour. Alors, des petites choses qui sont un petit peu friandes pour nous les guides. Alors, lorsqu'on demande à Ben Gurion pourquoi appelleront-on l'État d'Israël Israël, alors il dit, ben, je ne sais rien, moi, comment je peux savoir? Alors, l'homme qui est à gauche, qui s'appelle le Rav Fishman Maimon, lui donne l'indication suivante. Si tu prends les initiales de nos ancêtres, alors on a pris le Yud de Yitzhak et de Yaakov, le Shin de Sarah, le Resh de Rivka Rachel, le Aleph de Abraham, le Lamed de Léa, on obtient Israël, car cette terre, ce n'est pas la terre des enfants d'Israël, mais c'est aussi la terre de leurs patriarches, de leurs ancêtres, de leurs matriarches. Et ce n'est pas en 1948 que nous venons créer ce pays, mais nous le venons grâce au mérite de nos ancêtres qui ont reçu cette promesse d'habiter ce pays. Et on aurait bien voulu souhaiter un bon anniversaire à l'État d'Israël ce jour-là, souhaiter un Mazel Tov, souffler une bougie, mais malheureusement, nous avons été attaqués dès le lendemain par tous les pays arabes qui étaient autour, et 5 pays arabes se sont joints et unis pour écraser le petit État que vous voyez ici. Et suite à cette guerre d'indépendance qui va durer plusieurs mois, je vous invite à regarder les changements de cartes, puisque pour Israël, ce sera une grande victoire. Malheureusement, on a eu beaucoup de pertes humaines, mais victoire dans la mesure où, premièrement, on n'est pas mort. Deuxièmement, on a eu des territoires qui se sont rajoutés à notre carte. Et enfin, troisièmement, le peuple juif a réussi à repousser ses ennemis au-delà des frontières. Donc nous avons ici la carte de 1947, on a changé les couleurs, mais c'est exactement la même carte. Le jaune, c'est le pays arabe et les populations arabes. Le orange, c'était donc les juifs. Jérusalem a été complètement assiégée. Et puis en 1949, lors de le nouveau tracé de carte, nous pouvons facilement voir que toute la Galilée est passée entre les mains d'Israël. Nous pouvons voir que toute cette zone qui s'appelle la Cisjordanie, c'est Raptissi, avec un petit couloir qui nous donne un premier accès à Jérusalem. On va voir dans quelle mesure. Et bien entendu, vous pouvez voir ici que le désert, le Negev, est à nouveau redevenu orange. C'est-à-dire qu'Israël a facilement agrandi son territoire. Je ne veux pas rentrer dans les lois internationales qui stipulent qu'Israël peut garder légitimement tous ses territoires. Donc vous pouvez mettre une croix sur cette carte. C'est celle-là qui est maintenant acceptée. Bien entendu, il y a des réfractaires qui n'acceptent pas et qui veulent revenir non pas seulement à ça, mais qui veulent revenir avant le 29 novembre 1947 et mettre Israël dans le bleu. N'oubliez pas que même si nous sommes contents et que nous faisons la fête à Yom Ha'atzmaut ou pour chaque jour où nous puissions vivre en Israël, il faut ne pas oublier que la carte biblique d'Israël, qui est sur votre gauche ici, apparaît avec beaucoup plus de zones et que 1947 et que 1949. Donc, il y a des gens encore qui espèrent retrouver cette carte. On appelle ça la carte du Grand Israël, la carte biblique. Et bien entendu, même s'il y a des gens qui sont dans le jaune ou ici dans le gris en 1949, il faudrait leur dire que malheureusement, la tribu de Gad, Ménaché et Réhouven, on
n'a pas réussi à peut-être réinstaller ces populations. En tout cas, lorsque je vous montre quelques photos de la guerre de 1948, c'est essentiel pour comprendre la guerre des 6 jours. Nous pouvons voir l'armée jordanienne qui arrive en camion, armée jusqu'aux dents, en masse, et qui arrive à Jérusalem. Le premier endroit de Jérusalem qui sera bien entendu pour eux réquisitionné, ça sera le dôme du Rocher. Ça devient un endroit donc jordanien en 1948. Et bien entendu, il y a des choses dans le décor qui apparaissent, qui dérangent. C'est les synagogues juives. Donc, avec de la dynamite, les Jordaniens font sauter près de 19 synagogues. Vous avez ici la photo après la destruction. Synagogue qui s'appelait Bet Yaakov, construite par Edmond Rothschild. Bien entendu, il n'y a pas que les synagogues qui dérangent, il y a tous les juifs qui dérangent. Et c'est comme ça que les Jordaniens vont expulser, vont exiler, je dis le même mot lors de la destruction du temple, vont exiler tous ces juifs du quartier juif et il ne restera plus aucun juif dans Jérusalem, dans la vieille ville. On va passer une frontière qui va être créée, qui s'appellera la frontière qui coupe Jérusalem en deux parties, inégales bien sûr, et une partie sera à l'ouest, on l'appellera Jérusalem-Ouest, une partie à l'est, Jérusalem-Est, et la vieille ville qui se tient ici, qui bien entendu ne sera plus accessible aux Juifs. Il y aura une frontière, interdiction de passer, sakana, ennemi devant vous. Alors celui qui veut passer, eh ben, il y a une muraille, la muraille de Jérusalem, elle est toujours là. Il y a des Jordaniens qui tirent, et de temps en temps, il y a des échanges de tirs. Tout celui qui va au centre Mamila aujourd'hui, la photo a été prise dans le quartier Mamila. Donc, bon, c'est un petit peu. Il y a beaucoup de photos. Voilà le centre Mamila qui est là. Voilà la frontière, un Jordanien. Voilà Moshe Dayan qui accepte les nouvelles frontières de Jérusalem. Le côté vert pour Israël, le côté rose pour les Jordaniens. La vieille ville, bien entendu, le Kotel, et beaucoup de choses sont interdites pour nous tous juifs, que ce soit la vieille ville, le Kotel, le cimetière du Mont des Oliviers. Il n'est plus possible d'aller ni sur la tombe de nos ancêtres, et encore moins d'enterrer d'autres personnes. Il va falloir même créer un nouveau cimetière qui s'appellera, à l'ouest de la ville, le cimetière Har HaMenuchot de Givat Shaul. 19 ans vont passer, de 1948 à 1967. Je ne vous amène pas à la guerre des 6 jours encore, je vous amène 3 semaines avant. 3 semaines avant, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est l'équivalent du 15 mai 1948. C'était l'indépendance. Le 15 mai 1967, c'est les 19 ans de l'État d'Israël. Et il y a un festival qui est musical, dans lequel on demande à une dame qui s'appelle Naomi Shemer de préparer une chanson et de la chanter dans ce festival pour les 19 ans d'Israël. Alors elle s'assoit sur son piano et elle essaye de rédiger quelque chose. Elle dit, qu'est-ce que je vais écrire? Ah, soudain elle a une idée. Et ce qui l'inspire, c'est Yerushalayim Shel Zahav. Qu'est-ce que c'est Yerushalayim Shel Zahav? C'est dans le Talmud, on voit qu'il y a une couronne qui appartenait à un homme très riche qui s'appelait Rabbi Akiva. Mais avant que Rabbi Akiva soit très riche, il était très pauvre. Et il avait promis à sa femme, alors qu'il n'avait rien du tout, cet homme-là, qui venait de se marier, il lui a dit, écoute ma femme, Rachel, je te promets qu'un jour, puisque on est maintenant assis sur un tas de paille, et qu'on est sur la paille, c'est le cas de le dire, je te promets qu'un jour, je t'offrirai une Jérusalem en or. Et le jour où il est devenu riche, il lui a offert cette belle couronne, sur laquelle certainement était sculpté Yerushalayim. Et on est passé de rien à tout. Alors Naomi Shemer, qui a rien pour elle aussi, pendant ce 19e anniversaire, on n'a pas Jérusalem, on n'a rien du tout. Elle s'inspire de cette histoire et elle dit, peut-être qu'un jour on aura notre Yerushalayim Shel Zahav, nous aussi, où on récupérera beaucoup de choses. Et elle écrit, elle fait un tapage, un buzz, elle chante cette chanson, et pendant 3 semaines, tout le monde chantonne ce refrain, Yerushalayim Shel Zahav, Veshel Nechoshet Veshel Or. Je devrais vous le montrer en fait, ce sera mieux. Alors je vous montre ça. J'espère que je vais le retrouver.
Yerushalayim shel Dan, parle un peu plus proche de ton micro, s'il te plaît. Ok. Ok. Donc, bon, je ne le retrouve pas maintenant, on va pas. Donc, je continue. Une seconde. Ok. Yerushalayim shel Zahav. Tout à l'heure, je vous ferai écouter ça quand je le retrouverai peut-être. Alors, cette femme, Naomi Shemer, écrit cette chanson. C'est pas elle qui la chante, hein. C'est une jeune soldate qui a une voix très très aiguë qui va interpréter cette chanson. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle fait le buzz. Et 3 semaines plus tard, la guerre éclate. Lorsque la guerre éclate, et à la fin de la guerre, Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, va demander à Naomi Shemer de rajouter quelque chose, parce que cette chanson, c'était une inspiration, c'était même plus qu'une inspiration. On aura des témoignages plus tard que beaucoup de soldats et de généraux ont été inspirés de rentrer dans Jérusalem alors qu'aucun ordre n'avait été donné, tout simplement parce qu'une chanson les avait poussés. Ils avaient cette chanson qui fredonnait dans leur tête et ils voulaient arriver à cette Yerushalayim en or, peut-être certainement le dôme du rocher ou tout simplement le merveilleux coucher de soleil qu'on voit du mont des Oliviers et autres. Alors, elle rajoute, après la guerre, 2 strophes dans laquelle elle dit, ça y est, on est revenu à Jérusalem, on entend le chauffard, peut-être le chauffard qu'on entendait à l'époque du temple cette fois, ou un autre chauffard, on va voir dans un instant, et elle dit, ça y est, on peut se balader maintenant, et même arriver jusqu'à la mer Morte. Ça, c'est le cahier sur lequel elle a griffonné les nouvelles paroles. Donc Naomi Shemer est enterrée aujourd'hui à Tibériade. Alors ça, j'ai bien entendu, j'ai dit la fin de la guerre, mais la guerre a éclaté au mois de juin 1967. Toujours les mêmes acteurs, les pays qui, encore une fois, se réunissent. On peut voir les canons qui paraissent dans la presse arabe et qui disent tous unis, tous contre le juif, les juifs à la mer. Et Israël se sent vraiment acculé vers la mer et elle entreprend ce qu'on appelle le fameux raid israélien contre l'Égypte. Alors, bien entendu, ça c'est au départ, la guerre commence au Sinaï, mais très vite, vu que l'aviation aérienne israélienne a démantelé toute l'aviation, presque toute l'aviation égyptienne, tous les parachutistes sont réquisitionnés à Jérusalem et ils se retrouvent là, avec beaucoup de combats, bien entendu, la colline des munitions et autres. Mais ça y est, là maintenant, ils sont très proches de la Jérusalem. Ils sont sur le mont des Oliviers, Motagour est là. Et là, je sais pas, mais un jour, j'étais en train de lire la Bible pendant une visite et je me suis rendu compte, je suis tombé sur des versets, mais je pense que lorsqu'on voit cette photo, ces versets viennent complètement illustrer cette photo. Alors, je ne vais pas en dire plus, moi, mais on va lire ensemble ces versets. Et on voit ici la chose suivante. Un jour viendra, l'Éternel s'en viendra guerroyer contre ses peuples, comme jadis il guerroyait au jour de la rencontre. Et ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Alors, bon, bien entendu, il y a des pieds ici. Comme par hasard, c'est un parachutiste. Peut-être qu'il peut se poser aussi là. Ils ne sont pas posés sur le mont des Oliviers, mais on a sur la photo les pieds qui sont posés sur le mont des Oliviers. Et description, le mont des Oliviers qui est à l'est, en avant de Jérusalem, à l'orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et une gorge immense se fendra. Alors, bien entendu, là, vous avez le téléphone de l'époque, vous avez ici le Kesher, comme on dit, et on a un homme qui est au téléphone ici, et on téléphone à Moshe Dayan, et on lui dit, nous sommes sur le mont des Oliviers. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Moshe Dayan dit, surtout, vous ne bougez pas, vous restez là, ne faites aucun pas. Est-ce qu'il pensait que les Jordaniens avaient miné la vieille ville? Est-ce qu'il pensait qu'il y allait y avoir un problème? Est-ce qu'ils ne voulaient pas la vieille ville? Tout est possible. Des archives ont été ouvertes il n'y a pas très longtemps. On a pas mal de réponses à toutes ces questions. Mais peu importe, l'armée, les parachutistes foncent, animés par un désir brûlant de retrouver la vieille ville quittée il y a 19 ans. Et voilà. Alors, un autre verset, Yom HaShishi Vaychu Hashamayim Vaaretz V'chol Tzevaam. Le 6e jour, c'est là qu'ont été terminés le ciel et la terre et toute leur armée, lorsqu'on traduit. Ce 6e jour de la guerre des 6 jours, l'armée arrive devant le Kotel, la photo fameuse des 3 parachutistes qui regardent vers le mur, et Moshe Dayan, qui, bien entendu, après quelques minutes,
débarque, triomphant, alors qu'il n'avait pas donné l'ordre, hein, et avec à ses côtés Moshe Dayan, qui est donc au milieu, Yitzhak Rabin et Uzi Narkis, avec chacun bien entendu son rôle. Il y a quelqu'un qui a malheureusement raté la photo. Aïe, 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 ces photos rasées là, quand on n'a pas d'iPhone, c'est sûr que c'est dur. C'est le monsieur qui tourne la tête là. Bon, on va pas savoir c'est qui. Mais bon, je vais vous le dire après, ne vous inquiétez pas. Alors, une autre photo, bien entendu, qui a été quasiment identique. Alors, cette fois, le monsieur, là, il n'a pas raté la photo, c'est le même, c'est lui. Beau gosse avec les lunettes de soleil. Hein. C'est monsieur Rechavam Zeevi, qui lui aussi est un homme militaire à l'époque. Et plus tard, il va devenir le commandant de la région centre. Et là, cette photo, elle n'est pas à Jérusalem, elle est à Hebron. C'est aussi un endroit qui a été libéré lors de cette guerre des 6 jours. On retrouve ici Rechavam Zeevi. Ils sont en train de parler avec un homme qui vient vers eux et qui a une clé énorme accrochée sur son cou et qui lui dit voilà, c'est votre clé, c'est la clé du dôme du rocher. Alors, bien entendu, grande victoire. Ça, c'est Hebron. Rechavam Zeevi va, je ne sais pas si vous le savez, va détruire les escaliers qui étaient ici, qui étaient une honte pour les Juifs. Ils n'avaient pas le droit, jusqu'en 1929, ils n'avaient pas le droit d'accéder plus haut que la 7e marche. Et Rechavam Zeevi va enlever ces marches et faire de la mer à Tamarpela un endroit plus accessible, sans escalier, en tout cas à cet endroit. Il y a un homme qu'on va maintenant parler sur 2 photos au moins de lui. Cet homme-là que vous voyez. On a été zoom bloqué. Pardon. Cet homme-là qui a suivi toute l'armée tout le long de cette guerre des 6 jours. À chaque fois il arrive, que ce soit à Hebron, que ce soit à Jérusalem, il a des objets avec lui qui sont assez intrépides. C'est le rabbin de l'armée d'Israël. Et lorsqu'il arrive, ce rabbin a un Sefer Torah avec lui, il a un chauffard, il sonne le chauffard. Ici à Hebron, il a mis un drap avec de l'huile de moteur, parce qu'il n'avait pas de drapeau d'Israël, alors il l'a fabriqué, et il le met sur tous les endroits où il arrive. Là, il sonne le chauffard, c'est un chauffard qui a lui aussi été rescapé de la Shoah. Certainement que ce rabbin a lu aussi la Bible, et on le voit, il a l'impression de se retrouver à l'époque de Jéricho, où au son du chauffard, des murailles s'écroulaient au son de cette fabuleuse épopée. Et en faisant le tour de ces murailles de Jéricho avec la Torah, eh bien, c'est ce qu'il fait exactement. Il fait le tour avec... oh là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Hein. Avec la Torah, il fait le tour et il sonne du chauffard. Je pense que ce n'est pas le kotel qu'il a voulu écrouler, mais je pense qu'il a voulu casser des murailles spirituelles qui étaient, en fait, qui faisaient barrage entre nous et notre histoire. Donc voilà, Hebron, je vous l'ai montré. On va zapper. Et donc en 1967 se termine cette fameuse frontière jordanienne. Les Jordaniens ont été évincés. Ils se retrouvent derrière la mer Morte. Et Jérusalem, on appelle ça, est libérée. Jérusalem Est et Ouest ne font plus qu'une. Et on appelle ça la libération de Jérusalem. Bien entendu, pour libérer Jérusalem et pour accéder au Kotel, le quartier musulman, une partie du quartier musulman va être rasée. Et nous avons la possibilité donc d'accéder enfin au Kotel. Alors, il y a quelques témoignages de parachutistes que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas très connus. On a un homme qui s'appelle Yoram Zamouche, qui est ici sur la photo. C'est lui qui a eu le mérite de mettre le drapeau d'Israël sur la muraille du Kotel, sur la grille. Et son commandant, qui s'appelait Moshe Peles Temple, lui dit la phrase suivante: Zamouche, si mes grands-parents ou même mes arrière-grands-parents, si seulement ils avaient su que j'arriverais un jour ici au Kotel, en tant que parachutiste, avec mes bottes et mon Uzi, et plus de 1000 fois ils auraient donné leur vie, rien que pour savoir que ce moment allait arriver. Ils n'y croient même pas à eux-mêmes d'être la génération qui se trouve libérateur du Kotel. En regardant en bas, Zamouche nous donne le témoignage qu'ils ont vu 2 soldats jordaniens. Et là, Stample dit à Zamouche: regarde en bas, sache que nous ne réglons pas les comptes aujourd'hui avec les Jordaniens, mais nous réglons les comptes avec les légionnaires de Titus. Il est en train de nous mettre 2000 ans en arrière. On revient au temple
Et après avoir surrugi comme d'un cri profond, il m'a serré mon bras et a crié « Nous n'abandonnerons plus jamais cet endroit, nous ne quitterons plus jamais ce lieu jusqu'à ce que nous revenions à l'endroit du rachat de nos âmes. » Le rachat de nos âmes, c'est Makom les Chaper et Nafshotenu. Je pense qu'il parle du temple, du Beth Amikdash. Donc, Stempel est mort 1 an après la guerre des 6 jours, mais Zamouche vit encore. Là, je suis obligé de vous montrer en live. Là. Je vous ai mis les liens YouTube pour récupérer cela. Et là, je vous montre là. On ne peut pas passer outre. Alors, le partage. Dan, tu es là? Voilà, ouais. Je vous montre donc les photos, les images vidéo de la guerre des 6 jours. C'est quelques images, quelques secondes qui vont nous montrer les combats avant d'arriver dans la vieille ville. Ils sont déjà descendus du mont des Oliviers. Ils se dirigent vers la porte des Lions. Ils vont rentrer dans la muraille. Et dès qu'on rentre par la porte de Lyon, vous pouvez le faire aujourd'hui, après avoir passé peut-être 15 mètres, vous tournez à gauche. Il y a une porte déjà qui mène sur le mont du Temple. On appelle ça la Shar Ashvatim, la porte des tribus. Les soldats suivent les blindés. Ils sont sur le mont du Temple. Arabaïd Beyadenu, Motagour crie « Ça y est, Moshe Dayan, t'inquiète pas, on est déjà arrivé. » Et ils prennent position. Les soldats rentrent dans le dôme du rocher, d'autres les suivent. Et là, on a nos hommes qui vont arriver mettre le drapeau d'Israël. Nos hommes qui descendent de Shahar Amougrabim, du dôme de l'esplanade vers le mur. Tout le monde descend, sauf notre équipe de Stempel et de Zamouche. Ils vont grimper. On voit que c'est la Mourchaka aujourd'hui. On va les voir dans un instant. Ça, c'est le Rav Goren qui fait une cérémonie pour tous les soldats morts. À l'instant où ils sont arrivés, qui sonnent le chauffard, mais ils pensent aux morts qui, grâce à eux, bien entendu, sont également présents dans cette victoire. Et le drapeau de Yoram Zamouche qui va remplacer le drapeau jordanien. Voilà donc quelques images qui, quand on voit ces images, nous qui les avons tellement vues, nous devons les montrer à ces nouvelles générations qui vont si facilement au Kotel aujourd'hui, qui vont se balader, voire même avec une routine tellement peu commune. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. De nombreux travaux commencent au niveau du mur et, comme je vous le disais, une esplanade va être créée. Alors, bien entendu, ça c'est l'esplanade d'aujourd'hui, là, avec le confinement. Celui qui n'a pas vu le Kotel, pendant de nombreux jours, il y a des prières qui n'ont jamais cessé. Toujours un minyan à continuer à tourner au Kotel. Et puis, avec les facilités, les libérations du confinement, on se rappellera toujours, en tout cas, de cette journée à Jérusalem. Aujourd'hui, on a été libérés, on peut retourner aux synagogues. C'est vraiment notre guerre des 6 jours qui s'achève aujourd'hui. Il y a une guerre qui n'a pas duré 6 jours, mais une guerre de confinement qui a duré 2 mois. Alors, il y a des nombreuses fouilles qui vont commencer aussi. Ça, c'est le tunnel du Kotel, sous le quartier arabe. Ça se visite aussi. Celui qui n'a pas fait cette visite n'a pas beaucoup vu de belles choses à Jérusalem. Comme à l'époque, on revient à nos habitudes du temple où des milliers de gens affluaient lors des 3 fêtes de pèlerinage, on a également des milliers de gens qui viennent. Alors c'est vrai qu'ils ne viennent pas à Dodan ni à d'autres chameaux, mais ils viennent avec Eged, avec des taxis à pied. C'est une véritable Aliyah la Regel qui, aujourd'hui, on peut compter une trentaine de jours à Jérusalem où on arrive à remplir cette esplanade, cette plateforme du Kotel, entre 120 et 150 000 personnes, d'après les estimations des gens qui gèrent le Kotel. Alors voilà, ça c'était notre petite partie historique. Et maintenant, on va passer à notre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui? Il se passe exactement la même chose. On a agrandi Jérusalem. On l'a agrandi, on construit des quartiers. Alors là, vous avez le trait vert. Ça, c'est moi qui l'ai fait celui-là. On a le trait vert qui nous montre quel était le Jérusalem d'avant 1967.
et on voit les couleurs qui se sont rajoutées. Vous pouvez noter les quartiers de Givat Ze'ev, Pisgat Ze'ev, Ramat Eshkol, au sud de Jérusalem, Arnona, Gilo, Givat Mordechai, Beit Vegan. Bon, alors voilà, tout ça, j'ai mis quelques photos. C'est en construction, hein. Le site est en construction. Plus vous attendez, plus les prix montent. Il y a une demande très très forte. Il y a de la place encore, hein. Regardez, il y a de la place encore à Jérusalem. Bien entendu, tout le monde veut être à côté du Kotel, tout le monde veut être à côté du centre-ville, mais ça ne va pas être possible, sauf si on commence à construire des tours. Et il y a des tours qui commencent, hein. Alors, à l'époque du Temple, il y avait une Birkat Kohanim aussi qui était entreprise. Aujourd'hui, il y a exactement la même chose. La Birkat Kohanim a lieu à grandeur, on va dire, très impressionnante à Chol HaMoed Pessah, Chol HaMoed Sukkot, pendant les 2 fêtes de pèlerinage. Malheureusement, cette fête de Pessah, on n'a pas réussi à remplir notre Rechavat Hakotel, donc à cause du Corona. Mais il y a eu quand même, hein, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même été bénis. On n'a pas besoin d'être là lors de la bénédiction. Donc il y a 20 personnes qui ont assisté à cette bénédiction et qui ont béni le peuple juif du Kotel. Parmi lui, je crois, c'était lui là, un monsieur Cohen qui ne porte pas le nom de Cohen, il s'appelle monsieur Friedman. Et c'est l'ambassadeur américain qui est juif et l'ambassadeur pour l'Amérique en Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le mont du Temple? C'est le Ramadan. Et sachez-le, le Ramadan, c'est même topo, comme les synagogues. Personne ne peut accéder à la mosquée Al-Aqsa. Quand il y a du monde, il y a du monde, hein. Il y a plus de 500 000 personnes qui peuvent accéder. Et donc, ça fait du monde. Alors, aujourd'hui, on va plus dire exactement, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose à Jérusalem impressionnant, qui, ça aussi, répond aux prophéties de Isaïe. Alors, je vous ai mis le texte en hébreu, mais je ne vais pas vous le lire. Il y a un verset qui dit « Un jour, tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit ». On parle à Jérusalem, Isaïe parle à Jérusalem, et il lui dit « Sache que un jour viendra, tes portes seront toutes ouvertes, le jour, la nuit. Elles ne se refermeront plus jamais. Et viendront des armées de nations. » Le mot utilisé, c'est Goïm. Pour tous ceux qui pensent que Goïm, c'est un mot péjoratif, sachez que ce n'est pas vrai. Le mot Goïm, c'est des nations. Nous-mêmes, nous nous appelons Goï Kadosh, une nation aussi. Donc, des armées de nations viendront et leurs rois et tous leurs dirigeants viendront à toi, Jérusalem, et ils viendront se courber, Vishtachavu al kapot reglaïr, viendront se courber sur leurs pommes de pied, tous ceux qui t'ont un jour fait souffrir. Tous ceux qui t'ont un jour fait souffrir. Alors regardez, ça s'est passé il y a 6 mois. Les portes se sont ouvertes. Les portes de Jérusalem se sont ouvertes pour un événement qu'on appelle les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Et là, alors, tous les grands du monde sont arrivés. Alors les grands du monde, bon, on va mettre tout le monde dans le même sac. Allez. Macron, Poutine, le prince Charles, le Kaiser allemand, tous à Yad Vashem réunis, tous des dizaines et des dizaines de pays qui ont passé la porte de l'aéroport. Plus de 150 avions ont débarqué pour cette cérémonie. Tous ces rois, tous ces dirigeants sont venus à Jérusalem. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Quelque chose d'impressionnant qui s'est passé. Frank Walter, le président d'Allemagne, alors bien entendu, lui, il n'était pas né lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais Béné Ména Hatzaïr, c'est les enfants de tes oppresseurs. C'est un peu, on peut dire un enfant des oppresseurs. Il arrive, il prend le micro, et là, qu'est-ce qu'il fait, les amis? Il fait une bénédiction en hébreu, la bénédiction de Shechianu. Alors ça, c'est impressionnant, ça aussi, ça à voir sur vos écrans. Je vous le montre. Dan, on t'a perdu. Est-ce que tu as un problème de micro? Non, non, je suis là. Parfait. Je suis là. Donc, je vous montre, je ne sais pas si vous allez avoir le son, mais en tout cas, il fait la prière, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazeman Hazeh. Un Allemand qui fait cette prière à Yad Vashem pour remercier Dieu de nous avoir fait vivre ce moment. Il l'a fait pour nous, quoi. Alors, je pense que c'est quelque chose de très, très symbolique.
On ne lui a pas demandé de le faire, hein. Il a fait de sa propre initiative. En tout cas, merci d'avoir réalisé la prophétie de Isaïe. Il le fait dans toute sa splendeur, hein. Vous voyez, il se courbe, il met la gerbe. Donc, franchement, chapeau. Merci, monsieur Walter. Jérusalem vous remercie. Donc, ça, c'était il y a 6 mois. Personne ne savait que les portes allaient se fermer. Personne ne savait que plus aucun avion allait débarquer. Et Jérusalem a fermé ses portes. Quelquefois même à des gens qui voulaient bien venir, morts ou même, je dirais même, quelquefois même vivants. Vivants pour faire les fêtes et morts malheureusement toutes ces victimes du corona pour qui on a une pensée également pendant de nombreux jours et pendant de nombreuses années qu'on n'oubliera pas tous ces gens qui nous ont malheureusement quittés et j'aimerais avoir une pensée pour eux. Ça revient, une minute. Ok. Alors, je refais un bref retour en arrière, mais vous allez comprendre que c'est pour le présent. En 1947, le 29 novembre 1947 d'ailleurs aussi, il y a un autre événement qui se passe dans le désert de la mer Morte, à Qumran. Il y a un bédouin qui s'appelle Mohamed Adib, qui trouve une jarre, comme celle-là. Dans la jarre qui était dans une grotte, il trouve des parchemins. Bien entendu, il ne sait pas lire en hébreu. Il amène ces parchemins à des gens très férus d'histoire, des archéologues et des scientifiques. Et là, il leur dit qu'est-ce que c'est que ces trucs-là là, vous pouvez me donner une indication? Et bien entendu, ces gens-là lui disent bah, tu as trouvé quelque chose, mais c'est sans trop de valeur, on te l'achète. Et ils mettent la main sur ce qu'on appelle les parchemins de la mer Morte. Alors pourquoi aujourd'hui, quel rapport? Aujourd'hui, ces parchemins sont recouverts ici sous cette coupole qu'on appellera le Echal HaSefer, le musée du livre. Et en fait, suite à cet déplacement de parchemins, l'État d'Israël va créer juste en face la Knesset, le Parlement israélien, l'Assemblée, qui, on peut le dire aujourd'hui, c'est actuel, ça y est, un gouvernement. Donc tous les gens que vous voyez en bas et qui ont remporté, on ne va pas dire la main haute, mais en tout cas qui ont remporté les élections, vont travailler maintenant ici. J'espère qu'ils vont faire du beau travail. Ils sont tous réunis, ils ont fait un gouvernement d'union nationale. Allez les amis, et si vous voulez vous inspirer de ce qui est marqué dans les parchemins, n'hésitez pas, des fois ça marche. Hein. Je viens de le voir en tout cas avec M. Walter. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les cartes continuent. La guerre des 6 jours, la voici. Impressionnante cette carte. On peut voir le Golan qui s'est rajouté. On peut voir toute la Cisjordanie, qu'on appelle chez nous la Judée, la Samarie. On peut voir le Sinaï qui s'est rajouté. Jamais la carte d'Israël n'a été aussi belle, aussi grande. Israël va se détacher de certains morceaux pour faire des accords de paix, que ce soit avec l'Égypte, que ce soit avec la Jordanie, des échanges bilatéraux vont avoir lieu avec l'Égypte. Et une nouvelle carte voit le jour il y a quelques mois avec ce qu'on appelle le plan de Trump qui a à nouveau pris la carte de 1949 là, et qui a à nouveau remis quelques couleurs en faveur des Palestiniens cette fois, et qui a à nouveau retracé une Cisjordanie. Alors ce plan a été bien entendu encore une fois rejeté hier par Abou Mazen, les Palestiniens. Bon, je ne veux pas vous faire maintenant une revue de presse, mais encore une fois, il y a un refus total, non seulement d'accepter cette carte, mais en plus, sachez-le, tous les accords signés depuis Oslo ont été refutés par Abou Mazen hier. Il n'y a plus aucun accord avec les Palestiniens. On verra qu'est-ce que le gouvernement nous... Dan, ouais. Tu m'entends? Oui. Juste, je sais que tu arrives à la 3e partie qui va devoir être très courte parce que je voulais qu'on laisse un peu de temps à nos auditeurs qui sont très nombreux ce soir. Donc vraiment, si l'avenir, tu peux dire en quelques phrases. Voilà, l'avenir, en une minute. Beaucoup de travaux. L'avenir, c'est de la construction. Donc là, vous avez la construction d'un grand tunnel qui passe sous des montagnes de Jérusalem pour permettre soit au train qui fait Tel Aviv-Jérusalem, ça y est, ça marche déjà. Donc en 26 minutes, vous pouvez vous rendre à un point ou à l'autre. Donc Jérusalem encore plus centrale grâce à ces travaux. Tout un quartier à l'entrée de la ville
va être créé pour permettre un développement de maisons, de bureaux, faire de Jérusalem la capitale d'Israël à sa juste valeur. Toute la Kiryat HaMemshala, le Capitole israélien va avoir de nouveaux bureaux. Et bien entendu, comme à l'IFPOA, à l'époque, il y avait un téléphérique miniature qui permettait d'accéder à la vieille ville, puisqu'il y avait la frontière jordanienne. Eh bien, nous aurons bien entendu un jour un téléphérique, qui a été aussi planifié, qui arrivera jusqu'au Kotel. Plus de Pango, plus de Mamila et de marché. Ça, c'est pour bientôt, dans un avenir proche. Vous avez attendu 53 ans, je pense que vous pouvez attendre encore 2-3 ans. Ça arrivera très très bientôt. Le téléphérique à Jérusalem. Il y a un nouveau musée, il y a le centre Vicenta, le centre de la tolérance, qui est aussi en construction. Et bien entendu, dans la vieille ville aussi, de nombreuses synagogues qui avaient été détruites ont déjà été reconstruites. Là, c'est la synagogue qu'on a vue tout à l'heure, la Beth Yaakov, qu'on appelle aujourd'hui la Hourva. Et on est en train de reconstruire également la Tiferet Israël, qui a été détruite, plus de 19 synagogues. On en a reconstruit 4 aujourd'hui. La reconstruction de Jérusalem, avec beaucoup d'espoir également, ce n'est pas encore prévu dans les plans municipaux, le temple de Jérusalem, mais bon, on va y venir, j'en suis sûr. Alors, il nous reste quelques minutes. Merci, Dan. J'aurai l'occasion de te remercier. Je rappelle aux gens qui veulent te poser quelques questions qu'ils ont encore le temps de le faire dans les minutes qui viennent. On nous demande si tu peux dire 2 mots sur les dernières fouilles archéologiques à Jérusalem, par exemple, Ir David, mais en quelques phrases. Qu'est-ce que ça nous a appris, par exemple? Alors, très, très vite, à Ir David, il y a quelques mois l'inauguration d'un passage qui est sur l'ancienne rue de Jérusalem, il y a 2000 ans. Il nous permettait d'aller de la piscine du Siloé jusqu'à l'endroit du temple, et on appelle ça le chemin des pèlerins. C'est une nouvelle zone qui a été ouverte au public juste avant le corona et qui, je pense, va à nouveau être ouverte lors de l'été. Qui fait plusieurs centaines de mètres sous terre, c'est bien ça? Exactement, plusieurs centaines de mètres sous terre et qui arrive jusqu'au jardin archéologique Davidson. On peut continuer dans la visite. Au tunnel du Kotel, il y a également des nouvelles fouilles qui ont été découvertes au public. Des nouvelles fouilles, il y en a tout le temps, faut que vous compreniez. Cependant, on ne les ouvre pas très souvent au public puisque c'est dangereux. On rend les points accessibles au public qu'après de nombreuses normes. Et donc là, vous avez certainement vu paraître sur la presse et autres que de nouvelles salles et une nouvelle grotte a été retrouvée. Qui date d'il y a 800 ans. Donc effectivement, ça a déjà été retrouvé il y a quelques mois, mais ça commence à être accessible au public. Donc ne ratez pas ces visites. Le tunnel du Kotel, avec ces nouvelles salles, il y a une salle aussi également qui est accessible, que pas tout le monde a vu, avec des moyens audiovisuels et en 3D. Beaucoup de belles choses à découvrir quand les avions reviendront. Pour vous, Israéliens qui suivez la conférence, ça y est, dès la semaine prochaine, beaucoup d'endroits seront déjà accessibles. Parfait, comme nous sommes très yekim, comme je dis souvent, nous sommes très sérieux. Grâce au travail de l'organisation de notre directrice des programmes, la directrice de notre programme de conférence, Yasmine Manaim, qui a d'ailleurs aidé gentiment une personne qui a voulu essayer de troubler notre conférence à quitter rapidement le circuit. Donc voilà, je pense qu'en cette petite heure, on a pu rentrer un peu dans l'ambiance de Yom Yerushalayim. Je crois que Dan a fait une preuve de force en essayant en 1 heure de nous donner, j'allais dire, une approche un peu historique, démographique, politique, mais vraiment, comme on dit en hébreu, une teima, juste pour goûter. Vous aurez l'occasion, si vous nous suivez, de voir nos prochaines conférences. À l'occasion de Shavuot et dans les jours qui viennent, nous publierons sur Facebook et Internet nos prochaines conférences. Merci à vous tous. Chag Sameach et bonne soirée. Merci à tous. À très bientôt. On vous attend à Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem. Toda Rabba Dan.